Mesdames, Messieurs, nous avons déjà abordé à propos de la fonction représentative du Parlement ce qu'est, rapidement certes, la production législative. Il s'agit maintenant de l'étudier un peu plus dans le détail, sachant que d'autres capsules viendront ultérieurement approfondir la mise en œuvre de celle-ci. La première chose consiste à dire que, assurément, la production législative constitue l'une des fonctions les plus significatives de la fonction parlementaire. Elle est particulièrement diversifiée et il ne sera pas question de l'étudier ici en tant que telle. Le Parlement peut en effet, à travers cette procédure dite législative, entre guillemets, élaborer des résolutions qui permettent notamment d'établir son règlement intérieur ou d'ailleurs d'autres formes de résolutions, dont des résolutions politiques. Elle peut le faire par forme de vœux, notamment. Mais ce qui est le plus caractéristique de la fonction de production législative, c'est qu'il appartient au Parlement et, dirions-nous ici, malgré les évolutions dont on rendra compte par la suite, au Parlement seul de faire la loi. Au Parlement seul ou à l'une de ses chambres lorsqu'il c'est un Parlement bicaméral, dans la mesure où, comme le régime d'assemblée de la 4e République, l'Assemblée nationale fait seule la loi. Pour leur part, les régimes francophones, africains, se bornent à rappeler, à l'instar de la Constitution congolaise de 2015, que le Parlement fait seul la loi. C'est dire que la production de la loi caractérise véritablement l'existence même du Parlement, en ce sens que celui-ci est à l'origine de l'une des normes les plus importantes des ordres juridiques nationaux. La loi, en tant que celle-ci, est expression, selon l'expression ici encore de Carré de Malberg, le grand juriste français, expression, je le répète, de la volonté générale. Cette importance de la loi, comme l'une des marques de fabrique les plus importantes de la production législative, ne peut être remarquée que si on fait ressortir ces caractères fondamentaux. Ce sera le grand taille premier point de notre examen rapide, avant peut-être de passer en revue les conditions de sa remise en cause contemporaine, ce qui sera le second point, sorte de grand B. Et tout d'abord, grand A, caractères fondamentaux de la production législative. Deux caractères marquent de leur empreinte la production législative au sens de faire la loi. C'est bien entendu le caractère incontestable de la loi et le caractère illimité du domaine d'établissement de celle-ci. Ces deux caractères sont et demeurent importants, bien que la loi ait subi, on le verra, un certain nombre d'évolutions, y compris dans sa signification la plus profonde. Ils continuent de marquer de leur empreinte malgré l'existence d'autres modes de contrôle qui peuvent s'exercer notamment sur elles. Tout d'abord, incontestabilité de la loi. Cette incontestabilité va de soi parce que la loi est l'expression de la volonté générale. Elle ne saurait être remise en cause. Rousseau écrit dans le contrat social que la loi que le peuple s'est donné à travers ses représentants est liberté, et donc le fait de voter ses représentants lui donne ainsi le droit de s'enquérir, de s'occuper lui-même des affaires de son pays. Et notamment, l'une des premières tâches est précisément de faire la loi. Cette loi va évidemment avoir une autorité générale, car elle règle toutes les activités socio-humaines. C'est elle qui régit les autorisations, c'est elle qui détermine les prohibitions, c'est elle qui fixe la portée des abstentions d'action. On voit donc bien ici que l'incontestabilité de la loi, même dans des situations, on va les évoquer, où elle pourrait être contestée, ne fait guère de doute et fait bien de la loi un des éléments essentiels de ce que dans les régimes francophones, on appelle aujourd'hui le légicentrisme, c'est-à-dire le règne de la loi, au point que, pendant de très nombreuses années, historiquement, il n'y a eu aucune autre autorité que celle de la norme législative. Même lorsque la norme constitutionnelle existait, son autorité et sa juridicité n'avaient pas été encore suffisamment
reconnue. Et en ce sens, le contrôle de légalité qui ne peut mettre en cause la loi constitue simplement le contrôle du respect de la conformité des autres règles juridiques, notamment les règlements administratifs, à cette loi qui est désormais donc au cœur du système juridique. Domaine illimité ensuite. En tant que loi et en tant qu'elle est l'expression du souverain, la loi ne saurait être limitée. L'on disait au début de la démocratie constitutionnelle britannique que le roi peut tout faire, sauf changer un homme en femme, certes, parce qu'il y a toujours à chaque règle son exception. Mais le Parlement peut donc tout faire. Dès lors qu'il le veut, il peut régir toutes les matières qu'il veut. Et pendant longtemps, le Parlement a pu régir toutes les matières. Il n'y avait donc pas besoin de lui fixer un domaine particulier. Il suffisait, comme dans la Constitution haïtienne de 2008, celle qui est révisée en 2008, de dire que, eh bien, le Parlement fait la loi, sans avoir à indiquer dans quel domaine particulier cette loi pourra intervenir. Ce caractère illimité tient évidemment au fait que la loi occupe cette position centrale que nous avons déjà évoquée et qui fait aussi son incontestabilité. Mais ce caractère illimité va être très rapidement remis en cause par les évolutions que la loi va subir. Grand B, remise en cause contemporaine des caractères fondamentaux. Cette remise en cause est certaine. Elle concerne les deux caractères fondamentaux. Elle concerne d'abord, évidemment, l'incontestabilité de la loi parce que la loi est désormais hautement contestable. Elle est contestable parce qu'elle est apparue dans toutes les constitutions francophones au-dessus de la loi, la norme constitutionnelle. Celle-ci a acquis, y compris avec son préambule, une autorité juridique qui a imposé via le juge constitutionnel, quel que soit son nom, Cour constitutionnelle, Conseil constitutionnel, Cour constitutionnelle, qui exige donc que celui-ci contrôle la conformité à la Constitution des principes évoqués dans la loi. Cette remise en cause par la Constitution constitue une évolution moderne, d'abord parce que pendant longtemps, c'est la loi qui déterminait le régime des libertés. Ce régime des libertés, que la loi doit elle-même désormais respecter, constitue un élément important du pacte de constitutionnalité des droits et libertés et fait désormais de ceux-ci des droits fondamentaux de caractère constitutionnel. Mais domaine désormais limité en second, parce que par la force des choses et par probablement les crises politiques incessantes qui ont conduit finalement à mettre en cause le fonctionnement des gouvernements qui eux-mêmes recherchaient de plus en plus une efficacité en rationalisant donc, comme on a dit, le travail parlementaire, il a paru nécessaire d'opérer une division du travail entre le Parlement et le gouvernement. Désormais, sur le modèle des articles 34 et 37 de la Constitution française de 1958, l'ensemble des constitutions francophones fixent une détermination respective des domaines de la loi et du règlement. Mais dans cette détermination, c'est assez paradoxalement le domaine de la loi qui fait l'objet d'une énumération dans laquelle la loi remplit des objectifs particuliers. Et d'autre part, désormais apparaît à côté de la formule des règlements d'application de la loi qui étaient les anciens règlements d'exécution, des règlements dits autonomes où le gouvernement devient détenteur d'un véritable pouvoir législatif. Il y a eu là une sorte de pouvoir législatif initial, selon l'expression de Georges Vedel, qui a mis en mal, évidemment, la fonction de production législative. Il y a donc ici une remise en cause évidente. Mais cette remise en cause n'a pas été fort heureusement totale. Et sur 3 points, on peut voir que ce n'est qu'une remise en cause relativement partielle. En premier lieu, certes, la notion même de loi a paru être remise en cause.
il existe des lois de toutes sortes aujourd'hui, au point qu'à la question qu'est-ce qu'une loi, on serait bien en peine de répondre, même les professionnels, n'est-ce pas? Il y a des lois organiques, je l'ai dit à propos des résolutions, notamment des assemblées qui sont aujourd'hui contrôlées par le juge de constitutionnalité. Il y a les lois organiques qui subissent le même contrôle d'ailleurs préalable de ces autorités de contrôle. Il y a des lois de finances, des lois de ratification des traités et accords internationaux. Il y a même, à côté de l'action législative classique, des lois de programmation, soit pour étendre dans le temps l'activité législative dans un domaine particulier que le Parlement se donne, tel que le domaine de l'éducation ou le domaine militaire, où un certain nombre d'efforts sont demandés. Il existe des lois d'orientation par lesquelles, comme son nom l'indique, il faut orienter, le Parlement tente d'orienter l'action des autorités publiques. Cette diversité est renforcée par le fait que, et qui fait intervenir évidemment la loi en tant que telle, en ce sens que soit la loi va avoir pour effet de fixer les règles essentielles et donc d'aller dans le détail de l'activité, soit elle va se borner à déterminer les principes fondamentaux, laissant au gouvernement le soin d'aller dans le détail. Eh bien, la loi va pouvoir s'enrichir en cherchant dans la Constitution d'autres sources d'intervention. En effet, la source de l'action législative et de sa production ne se trouve pas simplement dans la délimitation constitutionnellement opérée. Dans un certain nombre de dispositions qui sont fort nombreuses, il est fait appel indirectement, plus ou moins indirectement, à la loi. Je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est celui de l'habeas corpus et de la règle selon laquelle, évidemment, seul le législateur, et c'est pour ça que je parle d'habeas corpus, est fondé à fixer des peines privatives de liberté. Cette condition a été contestée avec cette évolution moderne et on a vu des règlements administratifs établir des peines administratives privatives de liberté. Mais tout cela dans le respect néanmoins du principe qui est fixé dans l'ensemble des constitutions francophones, comme en rend compte la récente constitution congolaise de 2015, que nul ne peut être arrêté et détenu arbitrairement, sauf dans des conditions fixées et déterminées par le législateur. Et on pourrait multiplier des exemples dans lesquels le législateur va chercher dans la Constitution les sources d'une action plus développée.